Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette session ce matin sur l'intelligence artificielle, la course à la régulation. J'ai le plaisir d'accueillir pour en discuter donc 4 intervenants ce matin. Yann Bonnet, vous êtes député CEO du Campus Cyber. Reina Stambouliskia, CEO et founder de RS Strategy. Bertrand Payès, vous êtes directeur technologie et innovation de la CNIL. Et enfin, Garance Mathias, avocat associé chez Mathias Avocat. Merci à tous les 4 d'être avec moi ce matin. On va donc parler de régulation de l'intelligence artificielle, un sujet qui, on va le voir, est bien loin d'être un sujet uniquement juridique. Il y a évidemment des enjeux politiques, économiques, industriels qui recoupent des enjeux plus vastes, géopolitiques, de compétitivité et d'influence qu'on va essayer de décrypter ensemble ce matin. Et on voit qu'il y a déjà certains pays ou certains groupes de pays qui ont commencé à se positionner sur le sujet. L'Europe, bien sûr, avec l'AI Act dont on va beaucoup parler, mais également les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni ou encore l'Australie ou le Royaume-Uni. Donc beaucoup de pays qui ont des approches, donc peut-être des ambitions, des volontés différentes qu'on va essayer donc de décrypter ensemble ce matin. Merci encore à tous les 4 d'être avec moi. Et bien sûr, on ne peut pas ne pas commencer par parler de l'AI Act, qui est depuis quelques semaines, quelques mois, le premier instrument juridique contraignant et global d'encadrement et de régulation de l'IA. Garance, est-ce que vous pourriez peut-être nous rappeler quels sont les grands signes distinctifs de l'IA, quelles sont les grandes lignes de ce texte finalement, en quoi il est différent à part sa simple existence? Alors, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être là. Merci aussi d'être au cœur de ce panel très riche en compétences, en expertise. Alors oui, ce texte a donné lieu à un vote symbolique, effectivement, au Parlement européen il y a quelques semaines. Comme je dis symbolique parce qu'en fait, la version définitive du texte va encore être vue par les traducteurs jurés, ce qui va prendre quelques mois. On sait tous qu'on va être en période d'élection électorale, donc le rythme, on va dire, de la mandature du Parlement a été accéléré. Donc ce symbole est très fort. Et très fort pour reprendre vos propos, Amélie, parce qu'il y a de l'innovation, il y a de la confiance, il n'y a pas que du droit. Et ce texte, on va dire pour une première fois, en tant qu'avocat, déjà on a l'habitude de l'approche par les risques. Donc c'est un texte qui est basé sur l'approche par les risques, qui est un texte qui a des mots-clés qui ne sont pas que des mots juridiques. Parce que quand on est avocat ou dès qu'on a fait des études de droit, dans les premiers cours de droit, on nous enseigne 2 choses. On nous enseigne que le droit n'est pas éthique. Or, dans l'IA Act, et effectivement un des mots-clés, et ça va être très intéressant de voir et d'aller un peu plus loin dans cette gouvernance, c'est le mot éthique. Éthique de l'intelligence artificielle, et on nous enseigne effectivement le 2e point au début des études de droit, c'est que le droit n'est pas moral. Alors pour l'instant, on n'a pas le terme moral ancré dans ce texte, mais on a le terme éthique et on a le terme des enjeux sociétaux. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Une approche par les risques. L'approche par les risques, on la pratique depuis des années en tant que professionnel. D'un point de vue de la réglementation, une approche par les risques, ça a été une nouveauté. La nouveauté, vous la connaissez toutes et toutes, ça a été le règlement général sur la protection des données qui a introduit cette approche pragmatique, opérationnelle par les risques. Donc effectivement, l'intelligence artificielle est classée par risque. Ça, c'est peut-être un des points. Une approche qui, la Commission européenne, ne veut pas freiner l'innovation, ne veut pas freiner effectivement le développement des usages, qui sont déjà là, hein, donc on ne parle même pas de frein, parce qu'on est dans la réalité, et en revanche, elle veut les encadrer pour effectivement valoriser le respect de nos droits fondamentaux, nos respects effectivement pour éviter les biais de discrimination. C'est pour ça qu'il y a des échelles, un classement de 3 types de systèmes d'intelligence artificielle dans le cadre des risques. Donc, un texte qui est très important, ne serait-ce sur sa volonté même de sa construction juridique. C'est le premier point. Par rapport au RGPD, parce que j'entends de ci, de là, des comparaisons effectivement avec le règlement général sur la protection des données. C'est pas du tout le même texte, ce n'est pas du tout le même champ d'application, ni le même périmètre. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, la réglementation générale sur la protection des données est tournée vers nous, va dire le respect des droits et donner des droits aux personnes concernées. Et comme je viens de le dire, la réglementation sur l'intelligence artificielle est tournée vers l'innovation, les produits, les services. On est concerné, bien entendu, mais ce n'est pas le champ d'application premier. Donc,
on ne va ni les opposer, ça serait effectivement pas très constructif, et de la donnée personnelle, il y en a partout. On va ni effectivement se dire, mais on va apprendre à travailler avec ces textes comme on fait avec d'autres textes de droit, encore une fois. La posture est là, il y a d'autres textes de droit et l'inflation législative, notamment en matière européenne, extrêmement riche. Et que ce soit le texte sur l'IA Act, c'est pas le seul texte. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a un paquet, on va dire, législatif de textes sur l'IA Act qui vont être adoptés et mis en œuvre, notamment sur la responsabilité des produits défectueux, notamment sur d'autres enjeux qui sont extrêmement importants. Donc, il faut effectivement connaître les champs d'application, connaître effectivement la gestion des risques, qui est différente par rapport à l'IA, et bien entendu, se préparer. Puisque ce texte va, une fois qu'il sera adopté, publié au journal officiel de l'Union européenne, va avoir, on va dire, différents paliers d'entrée en application suivant effectivement les technologies. Le premier palier va être l'interdiction des IA effectivement à très haut risque, avec des risques de biais et de discrimination extrêmement importants. Voilà en quelques mots. Et alors vous avez mentionné le RGPD et d'autres textes. En effet, l'IA Act n'arrive pas sur une espèce de terre vierge juridique de l'IA. Il y a déjà un certain nombre de textes et d'outils qui encadrent parfois indirectement les usages et les applications d'IA. Bertrand, peut-être on pourrait revenir sur le RGPD et les autres textes et voir comment, déjà comment il encadre aujourd'hui l'IA parmi d'autres outils, et puis comment il va s'articuler avec l'IA Act une fois que celui-ci entrera en vigueur. Alors, merci beaucoup, merci de m'accueillir et de me permettre de participer à cette excellente table ronde. Alors, en effet, le RGPD, donc alors en France, c'est le successeur de la loi informatique et liberté, et en tout cas en France et dans pas mal de pays européens, dès la fin des années 70, on a pensé ces lois comme des lois qui régulent les traitements de données. Si on fait simple, un traitement de données, ça ressemble à un algorithme, et l'IA, c'est la dernière génération des algorithmes qui ont des propriétés particulières qui induisent de nouveaux risques, notamment des propriétés statistiques qui créent les phénomènes de biais, enfin un certain nombre de points sur lesquels on pourra revenir. Mais on a un cadre juridique qui s'applique, qui s'applique à ces traitements de données, à leur utilisation par ce qu'on appelle les responsables de traitement, donc les entreprises qui les utilisent, mais également les entreprises qui les développent. Ça a conduit la CNIL à se prononcer sur des traitements d'IA au titre du RGPD ou au titre de la directive police-justice pour les traitements régaliens. Mais pour autant, on a perçu effectivement le besoin de préciser à la CNIL comment le RGPD, peut-être les particularités de ces systèmes d'IA de nouvelle génération qui sont basés sur des grandes quantités de données, comment le RGPD peut s'appliquer à ces systèmes-là. Donc on a publié un premier lot de documentation, on va en publier un deuxième bientôt, notamment pour montrer que un certain nombre de principes du RGPD qui étaient vus comme contradictoires, comme le principe de minimisation des données alors qu'on veut traiter des très grandes quantités de données, le principe de finalité alors qu'on veut faire une IA à usage général, et si vous prenez dans le règlement IA, il y a effectivement un truc qui s'appelle General Purpose AI, on peut se poser un peu la question de dire oui, mais justement le RGPD demande une finalité. On a essayé de donner des réponses à ces questions en disant ces principes-là s'appliquent, peuvent être appliqués de manière adaptée à des systèmes d'IA, notamment dans des contextes de recherche scientifique évidemment, mais également dans des contextes typiquement pour ce cas de développement de briques génériques de l'intelligence artificielle. Pour autant, et puis il y aura d'autres aspects qui vont venir. Il y a un sujet important sur les IA dont on parle beaucoup dans le débat public, qui sont plutôt les IA génératives, mais qui peuvent être aussi, si on reste avec un lien dans le cyber, tout ce qui va être IA à partir de données, ce qu'on appelle CTI, donc de données d'événements, de données de logs, donc toutes données qu'on va récupérer en fait d'un système qui avait été fait pour autre chose, de comment je peux réutiliser ces données, qu'elles soient publiquement accessibles ou non, pour faire de l'IA. Donc, avec là aussi des dispositions dans le RGPD qui permettent d'y répondre avec un test de compatibilité, enfin un certain nombre d'éléments. La manière dont nous on voit le règlement IA, en tout cas arriver, comme ça a été dit, c'est différent. Ça ne concerne pas les responsables de traitement, ça concerne les fournisseurs de solutions,
qui sont des gens qu'à la CNIL on voit de manière indirecte. On les voit souvent comme sous-traitants, on les voit et de ce point de vue-là, le règlement IA, on le voit comme une opportunité alors, faciliter la vie, je ne sais pas, mais en tout cas de réduire l'incertitude juridique pour les restos de traitement qui vont utiliser des systèmes d'IA au risque. Donc par exemple, dans les RH, j'ai un système d'IA pour trier mes CV, donc ce sera un usage à haut risque au titre du règlement IA. Et il devra avoir, donc pour le reste de traitement, il devra avoir respecté un certain nombre d'exigences de documentation. Et ce qu'on prévoit de faire, c'est que par exemple, au titre du RGPD, les exigences de transparence qu'on peut imposer à un système, on va essayer de les faire converger avec les exigences de documentation du RIA, du règlement IA, pour pas, voilà, pour essayer d'avoir un exercice qui s'enrichit mutuellement et pas deux exercices différents. Et puis peut-être pour finir, mais là c'est plus loin de nos sujets, je pense que sur les autres textes, il y a aussi dans le règlement IA le fait que ce règlement s'applique à tout un ensemble de secteurs régulés, les dispositifs médicaux, les armes, les jouets, les dispositifs chimiques, qui eux vont devoir inclure ça. C'est des dispositions sectorielles que pour le coup on connaît moins à la CNIL, mais qui vont être aussi très importantes pour un certain nombre d'acteurs. Et alors, au-delà de en plus, à côté de la question des données personnelles, il y a un autre sujet qui était source de tension, voire de friction entre au moment des négociations autour de l'AI Act, c'est la question de l'innovation. Et c'est intéressant parce que ça montre les différentes approches que peuvent avoir les différents pays au sein de l'UE, mais aussi au-delà. Certains, on en a beaucoup dit ça aussi en France, mais que finalement, trop de contraintes étaient un frein à l'innovation. Mais est-ce que c'est pas peut-être un mal pour un bien aussi, Yann? Oui, c'est vrai que dans le débat, on a beaucoup entendu parler de cette opposition, et je ne sais pas si elle est très fertile, en fait, cette opposition entre innovation et régulation et frein à l'innovation. En fait, je pense que voilà, l'IA, c'est à la fois un remède et un poison pour notre société. Et en fait, ce qui est important, c'est pas l'IA en soi, elle n'est pas mauvaise, ou ça va être l'usage, les usages de l'IA qui parfois vont interroger. Et c'est là où parfois même c'est un peu politique au sens de la vie de la cité. Et ce qui va être important, ça va être de réguler certains cas d'usage, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Parce que c'est vrai que certains cas d'usage, je pense en premier des choses qui ont été mises en place en Chine, par exemple, voilà, la possibilité de faire un scoring social, c'est peut-être pas quelque chose qu'on a envie de voir en Europe. Et clairement, je crois que dans le texte, ça fait partie des cas interdits. Voilà, il y a des cas d'usage comme ça où on se dit on a certaines libertés, certains principes, certains qui sont importants. Et donc voilà, je pense que c'est le premier point. Ensuite, ces usages de l'IA, on l'a vu, bon, l'IA ça date d'il y a très longtemps, hein, ça a pris du temps. Là, depuis quelques mois, un peu plus d'un an, on a ChatGPT qui arrive. C'est juste, je ne sais pas si on réalise, 100 millions d'utilisateurs en moins de 2 mois. Là, c'est des millions de personnes qui utilisent quelque chose. Qui parfois n'a pas été complètement réfléchi, même d'un point de vue cyber. Sincèrement, voilà, il y a toute une partie de la sécurisation de l'IA qui est pas pensée. On n'arrive même pas à trouver des chercheurs dans le domaine. Donc nous, en tant qu'experts cyber, on va devoir fixer aussi un certain nombre de règles, de principes pour que ces nouveaux outils se retournent pas contre nous à certains moments. Et on voit. Voilà, cette année, en 2024, on a, je crois, 76 scrutins. C'est 4 milliards de personnes qui vont voter. On n'a jamais eu autant d'outils avec l'IA pour manipuler les populations. Là aussi, il y a des sujets de société qui se posent, et c'est important en fait de cadrer les choses. Donc moi, je pense qu'il faut sortir de cette opposition. C'est important pour innover. D'avoir un cadre. Il n'y a rien de pire que d'innover, de lancer une start-up et de s'apercevoir après coup qu'on est en fait dans l'illégalité. Donc c'est pour moi quelque chose, c'est un progrès, c'est une nécessité, et pour une fois on arrive au niveau européen à fixer des règles, ce qui à mon avis, on va en reparler probablement plus tard, mais peut être vu comme une belle opportunité. Ouais.
Oui, c'est la sécurité juridique dont vous parliez aussi, Bertrand. On peut pas, pour innover, il faut bien qu'on ait effectivement un cadre autour. Et donc, l'innovation peut être aussi un outil de compétitivité. Et en quoi, justement, cette régulation européenne peut être un outil de compétitivité pour l'écosystème européen? Encore une fois, je pense que ça clarifie le cadre et du coup, dans le texte, ça guide aussi via cette approche par les risques. Et donc du coup, je pense que comme toute réglementation, c'est aussi une façon en fait d'imposer un certain nombre de principes, même au niveau mondial. C'est un peu ce qu'on avait vu au moment du RGPD. Moi, je me souviens toujours, au moment du RGPD, voilà, on entendait énormément de critiques. Et au même moment, j'étais aux États-Unis, vraiment quelques mois après, à San Francisco, c'était les premiers à faire des copier-coller du RGPD. Parce qu'en fait, c'est important, face à tous ces usages, d'avoir la confiance des utilisateurs, et ça passe par la régulation à certains moments, via un cadre qui permet, en tant qu'usager, d'être sûr que les IA qui vont être développées en Europe sont de confiance. Et je pense que ça va être à nous maintenant, et ça passe pas que par la régulation, ça passe aussi par la cybersécurité, on en parlait tout à l'heure, ou par d'autres choses, mais c'est à nous maintenant de construire en fait des IA de confiance et de se différencier par rapport à des IA qui vont être développées en Chine ou aux États-Unis. L'IA de confiance comme un facteur différenciant. On a mentionné la compétitivité, on voit bien que ça recouvre des enjeux économiques et politiques. Reina, on sait que finalement cet enjeu de la régulation de l'IA, il y a une forte dimension conflictuelle quand même. On a parlé donc de ces jeux de compétitivité, d'influence aussi, mais tout simplement de guerre économique. Quels sont ces enjeux concrètement aujourd'hui? D'abord, merci de me recevoir et ravie de retrouver des jus de cerveau très riches. Il y a différentes choses. Pour moi, il y a des choses qui sont là, qui sont très là, beaucoup là, et des choses qui manquent. Et c'est ce qui manque qui m'interpelle toujours. Parce qu'on a... Et donc, d'un point de vue opérationnel, je reprends ce que disait Yann à l'instant. Le RGPD est arrivé, tout le monde a dit « oh là là, on ne pourra plus rien faire », etc., etc. Quelques années plus tard, on se retrouve avec un secteur d'activité qui, par exemple, les Privacy Enhancing Technologies, les PET ou les PET, comme on veut, qui sont en fait un domaine d'activité qui n'existait pas du tout dans cette volumétrie-là, il y a ne serait-ce que 10 ans. Et que donc le cadre, l'appel d'air que le RGPD a apporté, en gardant ses valeurs, parce que le RGPD n'est pas un texte qui permet de faire des cookie walls, non, c'est un texte qui dit la protection des droits et libertés fondamentaux, on ne transige pas dans le monde numérique. C'est ça que dit le RGPD, c'est ça aussi que dit l'IA Act d'une façon ou d'une autre, avec cette approche par les risques, qui est une façon opérationnelle de dire nous avons des principes et nous avons des valeurs. Et donc la question c'est à chaque fois, ce qu'on voit c'est il faut pas faire ça, si tu fais ça je te tape sur les doigts et je te prends tant de CA, tel pourcentage, je te sanctionne comme ci et comme ça. Ouais mais ça c'est le facile. Ce qui manque, c'est ce que ça permet. Le RGPD a permis, les PET a permis plein d'autres choses. Qu'est-ce que va permettre NIS 2, qu'est-ce que va permettre le Cyber Resilience Act, qu'est-ce que va permettre l'IA Act, etc., etc. Mais cette approche opérationnelle, pour moi, quand on essaye en fait d'aller sur le volet, parce que ce volet-là est est éminemment politique, parce que la tech est politique, c'est devenu ainsi beaucoup plus aujourd'hui que ça l'était encore 5 ans et encore. Ce qu'on voit, c'est que l'Europe, parce que si on veut parler d'Europe, et à 2 mois des élections européennes, si on veut parler d'Europe, en fait, on se rend compte que l'approche européenne, cette troisième voie que M. Borrell a appelée de ses voeux, en fait, elle ne va pas jusqu'au bout de la démarche. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que nous avons des politiques publiques de promotion.
On va faire des incubateurs, on va construire des écosystèmes, on va investir, on va adoucir, par exemple, certaines règles d'immigration choisies pour faire venir des talents, etc. Parce que ça, c'est aussi un goulet d'étranglement très fort. Mais ça, c'est des politiques de promotion. On a des politiques de protection, qui sont des contrôles d'exportation, qui auront un impact extrêmement fort aussi sur le business, pour le dire de façon très cash. C'est qui peut acheter quelle technologie. Et que, en fait, le monde du business globalisé, il sera un tout petit peu moins évident dans les années à venir, de par ces besoins-là d'émerger et de se renforcer, et de se consolider, etc. Donc ça, c'est ce que j'appelle les politiques de protection. Et après, on a les politiques de principe, dont on vient de parler avec le RGPD, avec l'IA Act aujourd'hui, où en fait on dit qu'on va faire de la législation, donc les règles de vie ensemble, qui traduisent nos principes fondateurs, nos valeurs démocratiques, etc., etc. Là où moi je vois des choses qui manquent, c'est que tout ça, ça se fait au niveau des États membres, par exemple. Et la question qui se pose et à laquelle, pour l'instant, j'ai pas entendu une réponse forte au sens assumé, c'est en quoi c'est important que l'IA Act est le premier cadre juridiquement contraignant au monde sur le sujet. C'est pas que c'est le premier, je veux dire, il y en a plus de 300 cadres, guidance, machin et bidule qui existent depuis des années. Ok, c'est le premier, mais en fait, ce qui compte, c'est que 27 États souverains se sont réunis, parfois un dépit d'influence de parties prenantes, parfois très bien dotées, et ont réussi à se mettre d'accord avec des règles qui disent nos valeurs c'est ça, on veut faire comme ça et pas autrement, on assume, quitte à ce que ça nous coûte un peu au début. Et c'est ça qui est important. Donc, et c'est ça qui me ramène à la deuxième question que tu posais, qui était sur l'aspect international. Parce que, en fait, c'est cette projection de puissance-là qu'on cherche quand on parle de géopolitique. Parce qu'on peut se raconter ce qu'on veut sur les 50 millions pour des startups ici et là, etc., etc. À partir du moment où on est sur le volet international, ce qui compte, c'est comment je projette ma puissance. Et c'est là où, moi, il me manque des choses qui sont, et c'est là où excuse my French, mais j'appelle l'IA Act un peu un cache-sexe du manque de politique extérieure de l'Union européenne, unifiée. Parce qu'on a M. Borrell qui fait un travail formidable, on a l'External Service qui fait un travail formidable également, mais c'est quoi le numéro vert de l'Union européenne en matière de relations internationales, hein? C'est quoi le service diplomatique? On n'en a pas. Et en fait, si on veut pouvoir peser dans le game, hein, si on veut projeter cette puissance-là, surtout dans une situation où des technologies qui embarquent des composantes IA, etc., sont des technologies à double usage, on l'a vu à la Munich Conference là, il y a quelques semaines, etc., on a aussi un enjeu de défense, ce qui se passe à nos frontières, l'arrivée probablement imminente de notre cher ami agent orange, alias Donald Trump aux États-Unis, avec un démantèlement aussi de partenariats stratégiques qui existent déjà, qui sont contraints. Donc on a cette question-là de comment on va projeter cette puissance-là, pour laquelle on a les composants, hein, au niveau national, au niveau européen, etc. Donc comment est-ce qu'on va projeter cette puissance-là? Et c'est ça qui me manque aujourd'hui, et c'est ça que je ne vois pas arriver avec l'IA Act, mais aussi avec le paquet de mesures qui reste quand même des mesures très opérationnelles. Ça va être des certifications, ça va être des implementing acts, ça va être des choses en fait de la cuisine, ce que j'appelle de fonctionnement. Mais voilà. Donc et du coup, ma question, puisque j'en pose plus que je réponds, c'est comment on fait pour en fait avancer ensemble? Parce que là, on a montré avec cette première fois hein, d'avoir à 27 plus ou moins les intérêts privés, d'avoir en fait une position commune et de dire, eh ben, nous, c'est comme ça. Donc, comment est-ce qu'on continue ça? Comment on en fait un instrument de soft power aussi, et d'influence.
On va y revenir dans 2 minutes, mais peut-être juste avant pour compléter ce que tu disais. Donc il y a d'autres pays qui se sont positionnés aussi, on l'a mentionné. En quoi finalement leurs approches sont différentes et qu'est-ce que ça dit de la position européenne? Et ce qui est intéressant pour revenir à l'idée d'influence qu'on évoquait, c'est que finalement toutes ces initiatives convergent à peu près en même temps dans la foulée de l'IA Act, presque de façon concomitante. On a eu le décret Biden, le Safety Summit au Royaume-Uni. Qu'est-ce que ça veut dire en fait toute cette effervescence soudainement? C'est vrai qu'on voit, on est clairement ce que tu dis, mais il n'y a pas que les Européens qui sont dans la course à la régulation. Et on est clairement sur un moment de convergence de régulation au niveau mondial. Mais dans cette course à la régulation, j'ai envie de dire, il y a pas de pilote dans l'avion IA. C'est un peu le bazar en fait. Il y a au niveau national, régional, il y a des choses qui arrivent. Quelques exemples. On en a parlé au niveau européen. Voilà, l'IA Act, on l'a dit, approche par les risques pour essayer de protéger les usagers, protéger les innovateurs, et je pense que cette approche elle est extrêmement intéressante. C'est ce que tu soulignais, cette approche à 27, 26, voilà, c'est une sacrée avancée et on va voir, ça peut être un avantage par la suite. Aux États-Unis, on est clairement ils sont en guerre économique avec la Chine. On est dans un autre contexte. Ils ont des acteurs qui sont dominants, des géants. Et donc, mon impression, c'est qu'il y a beaucoup de déclarations, de choses non contraignantes. Et en fait, ça m'amuse un peu. Parce que comme ils n'ont pas d'approche globale, en tout cas à ce stade, ce qu'on commence à voir, c'est des lois au niveau des États fédérés. Et ce qui serait assez piquant, c'est que peut-être que dans quelques mois, quelques années, si on pourrait avoir une fragmentation des cadres au niveau des différents États, ce qu'on reprochait à l'Europe il y a quelques années. Et donc là, on serait un sacré différenciateur par rapport aux États-Unis. En Chine, c'est hyper intéressant ce qui se passe en Chine sur la régulation de l'IA. En ce moment, ils sont un peu dans le même contexte que les Américains. Ils sont en guerre économique. Ils ont aussi ce souhait de protéger leurs gros acteurs, les BATX. Et ils ont une approche de régulation, de ce que j'en comprends, beaucoup plus agile. Beaucoup plus ciblée et sectorielle aussi. Et sectorielle. Et je pense qu'il faut vraiment surveiller ça. Alors, après, voilà, c'est la Chine, donc c'est une réglementation dictée du PCC aux grandes boîtes. Et on voit bien que les usages duals sont hyper importants en Chine, avec quand même derrière une volonté de maîtriser la population via une certaine surveillance de masse, ce qu'on peut absolument pas souhaiter en Europe, quoi. Et effectivement, en Angleterre, on voit les Anglais qui se positionnent un peu sur les risques existentiels et qui veulent rentrer dans le game en dictant les normes. Et ça, c'est vraiment c'est ça la bataille, hein. C'est qui va réussir à imposer ces normes, ces standards. Celui qui arrivera, ce groupe au niveau mondial qui arrivera, aura gagné une première étape. Et pour rejoindre ce que tu disais, nous, en Europe, on est 500 millions de consommateurs en bonne santé, bien éduqués, qui ont des moyens. Et donc, du coup, on a des capacités à imposer nos règles pour les acteurs étrangers qui veulent rentrer dans le marché européen. Et je pense qu'il va falloir qu'on fasse ça dans les prochaines années, quoi. Et un des outils qu'on a justement pour essayer d'imposer notre modèle, c'est un outil qui était déjà présent dans le RGPD, c'est la portée extraterritoriale de l'AI Act, en tout cas qu'on lui a donné. Garance, comment ça se concrétise? En quoi ça consiste cette portée extraterritoriale qu'on souhaite donner à l'AI Act, et qu'est-ce que ça peut apporter? Alors, je vais répondre effectivement à la question, Amélie, sans aucun problème. Je voudrais juste revenir sur quelques points. Je vais avoir 3 mots-clés qui vont nous permettre de faire un lien avec ta question. 3 mots-clés, c'est protéger, respecter et réparer.
Ces mots-clés ne sont pas les miens. Ces mots-clés sont ceux des Nations Unies, puisqu'il y a quelques jours, il y a eu un vote d'une résolution très importante, vote effectivement sur l'IA, c'est-à-dire qu'on n'est pas une réglementation mondiale, on n'est pas là, puisque c'est un vote, enfin c'est pas un vote justement, c'est une adoption de cette résolution sur l'IA, où le nom de la résolution est aussi importante, c'est saisir les possibilités offertes par des systèmes d'intelligence artificielle sûrs, sécurisés, de confiance pour le développement durable. Donc on a une volonté effectivement de la communauté des Nations Unies qui respecte les droits fondamentaux, qui les protège, qui les répare et qui effectivement voilà, donne ce cadre à ce niveau-là. Et là aussi c'est très important puisqu'on est aussi dans la première mondiale d'avoir l'Assemblée plénière des Nations Unies qui porte ce texte. Ce texte fait écho. Alors c'est un texte au niveau des Nations Unies qui reprend les mêmes principes avec les enjeux du développement durable en plus, on va dire. Ça c'est très important parce que si il y a effectivement un manque dans le texte de l'IAC, du règlement IAC, qui encore une fois est un package, pour prendre le terme franglais, c'est-à-dire qu'il y a de la certification, il y a de la responsabilité, il y a beaucoup de choses. Il y a les enjeux qui nous concernent tous et toutes ici de développement durable qui ne sont pas, à mon sens, assez mis en avant. Et ça en fait partie. Donc le côté extraterritorialité, on l'a déjà, mais pas seulement dans ce texte. Je vais revenir aussi sur la dimension d'extraterritorialité. On l'a aussi dans tout ce mouvement mondial qui est on régule. Il y a déjà des régulations qui s'appliquent dans des pays. Voilà, donc il y a déjà des textes qui sont entrés en vigueur. Nous, notre principe en Europe, je ne reviendrai pas effectivement sur le fait de est-ce qu'il faudrait une Europe de la défense ou autre. C'est des débats qu'il y a depuis 40 ans, 50 ans, et ça ne nous appartient pas. C'est effectivement le monde politique qui dit ça. Il y a aussi ces enjeux d'imposer un cadre sûr, voilà, au sein, effectivement, pour tous les consommateurs que nous sommes. Ça, c'est une des visions. À l'époque du marché commun, je reviens effectivement au fondateur, je reviens à Jean Monnet, la parole, pourquoi on a créé ces communautés qui sont agrandies, qu'on appelle maintenant l'Union européenne, c'est pour donner un cadre de protéger, respecter, réparer, donc donner une confiance à l'ensemble des citoyens, à l'ensemble, on va dire, des résidents, des habitants, pour pas prendre citoyen effectivement comme mot, au sein de cet espace qu'on a choisi. Donc avec des libertés d'échange, des libertés de circulation, des libertés effectivement qui sont extrêmement importantes. Donc je reviens effectivement sur les valeurs de l'Union européenne, valeurs fondamentaux. Donc effectivement, quand il va y avoir des produits, des services qui vont vouloir adresser la population de l'Union européenne, elles vont devoir respecter un cadre. Alors, on en a beaucoup parlé dans le cadre du règlement général sur la protection des données, avec le champ d'application de ce règlement. Mais il n'y avait pas que ce texte, il y avait effectivement d'autres textes, ne serait-ce que le droit de la concurrence, qui est aussi un des piliers de la construction européenne. Il n'y a pas que d'autres textes actuellement, on a cette même mouvance de faire un bouclier cyber, les termes sont du commissaire Thierry Breton, effectivement. On est tous les textes dont on parle beaucoup, donc on veut effectivement avoir un projet de société au sens juridique, au sens philosophique, et ce texte l'IA Act en est porteur, c'est-à-dire quand les produits et services qui vont adresser, au sens qui vont être proposés aux consommateurs européens, vont devoir respecter un certain nombre de normes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu, mais qu'on connaît déjà. Voilà. Après, comment ça va se mettre en ordre? Après, le côté contraignant, tout texte, il y a des sanctions. Donc c'est le principe du droit. Donc voilà, ces sanctions sont dissuasives. Ces sanctions, effectivement, il faudra voir comment on les applique. Il y a tout de même un champ, effectivement, des possibles, puisqu'il y a différentes gradations dans le cadre des sanctions. Et avant de les sanctionner, il peut y avoir des mises en demeure. Enfin, il y a tout un mécanisme, bien entendu, qui est là aussi pour encadrer, pour réguler les choses. Donc oui, une volonté de sécuriser, de protéger, réparer, ça va être la responsabilité, bien entendu. Donc, c'est des termes extrêmement forts. Par rapport, effectivement, aux enjeux, à ce qui s'est passé aux États-Unis, il y a effectivement, ce sont des décrets. Un décret présidentiel qui a été pris en octobre sur l'IA, un décret pris il y a quelques semaines sur, effectivement, l'enjeu des données à caractère personnel.
toujours l'influence européenne, hein, toujours l'influence qui est très important, avec des notions de secteur. C'est-à-dire, par exemple, aux États-Unis, le secteur médical par rapport à l'IA et par rapport à l'usage de la donnée médicale, donnée sensible, mais pas qu'au sens, effectivement, protection des données, au sens, effectivement, protection de nos libertés fondamentales, protection, effectivement, au sens industriel ou autre, donc par rapport à l'innovation, où il va y avoir des réglementations sectorielles spécifiques. Là aussi, on en a parlé, il y a déjà des réglementations sectorielles spécifiques dans d'autres domaines d'activité que celui de l'IA, et ça va être un pan qui va compléter. Donc voilà, pour revenir effectivement à des mots-clés importants qui ont un sens, et c'est très important, je pense, quand on parle d'IA, de rappeler effectivement le pourquoi du comment. Absolument. Et au titre des outils de l'influence normative, justement, il y a ces fameuses normes qu'on a mentionnées tout à l'heure, Yann. En plus de l'AI Act et des autres textes qui existeraient, l'Europe d'un côté, les États-Unis, enfin l'international de l'autre, travaille à un corpus de normes qui sont censées pouvoir permettre la mise en œuvre concrète de ces textes juridiques. On l'a mentionné tout à l'heure, mais qui édicte les normes, un peu maîtrise les marchés. Finalement, je crois que c'est comme ça qu'est la citation à peu près. Est-ce que, Bertrand, on va vers une guerre des normes? Et si oui, est-ce qu'on a les moyens en Europe de la gagner? Sinon, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, effectivement, donc le règlement IA, il s'adosse au règlement IA une liste de 10 standards que la Commission a commandé au Comité européen de normalisation, le CNCNELEC. C'est une stratégie un peu nouvelle, enfin à ma connaissance en tout cas, même si cette mécanique un peu particulière de marquage CE et de mise sur le marché qu'on retrouve dans l'IACT, mais qu'on retrouve aussi dans le Cyber Resilience Act, qui sont un peu nouvelles dans le domaine logiciel, dans le domaine du numérique. On était dans des modèles de régulation soit plus économiques, soit plus droits fondamentaux. Avant, là, on a vraiment une nouvelle, enfin comme une approche de régulation qui est assez innovante pour notamment une partie des acteurs. Et pour lequel cette question des normes est évidemment cruciale. Donc la Commission, en tout cas, l'a compris visiblement, a commandé ces normes. Nous, ce qu'on observe, enfin la CNIL et puis l'AFNOR coordonnent les positions françaises pour l'élaboration de ces normes. On y jette un regard. Alors, on n'est pas les plus experts, mais on a commencé à y jeter un regard. On constate que on retrouve dans les gens qui établissent ces normes beaucoup d'entreprises américaines. Donc la guerre est relative, puisque, enfin, de mon point de vue un peu béotien de la création des normes, je constate qu'il y a des entreprises globales souvent qui ont décidé d'investir dans le sujet de la normalisation, d'autres qui ont décidé de ne pas le faire, ou dans d'autres forums. Il y en a qui sont à l'ISO, il y en a qui vont être plutôt sur les organismes type IETF, W3C, les organismes du web, notamment pour les entreprises numériques plus récentes. Mais le fait que ces normes, y compris les normes européennes, soient construites par des gens qui participent aux mêmes travaux à l'ISO ou peuvent travailler dans des travaux qui sont pour le coup très américano-centrés, mais qui vont être portés par le NIST, par exemple aux États-Unis, montre qu'il y aura une forme de normalisation. Peut-être la différence, c'est que, à ma connaissance, assez peu d'Européens participent aux travaux du NIST, qui est une organisation américaine qui est vraiment tournée vers l'écosystème d'innovation américain et qui cherche à produire notamment des normes qui vont servir pour une des dimensions de la régulation aux États-Unis qui est finalement assez absente en Europe, qui est la commande publique. Enfin, si je peux compléter ce qui a été présenté par Yann, j'ai le sentiment, y compris dans le décret de Joe Biden, que l'approche américaine n'est pas de dire il n'y a pas du tout de régulation, c'est de dire sur le marché commercial, si on fait un peu ce qu'on veut. Par contre, la commande publique fédérale, qui est le truc sur lequel le gouvernement fédéral a la main, on va demander aux gens de respecter un certain nombre de règles et de normes. Et on va n'acheter pour le fédéral que les gens qui suivent ces normes-là. Et c'est certain que les entreprises qui vont répondre au fédéral américain vont ensuite chercher à exporter ces normes-là en Europe, dans le reste du monde, en disant bah je suis voilà. C'est exactement ce qui s'est passé. Enfin moi je fais un peu maintenant que je suis un peu plus vieux. C'est exactement ce qui s'est passé sur le cloud il y a 11 ans, ou il y a 13 ans pardon, ou 13 ou 14 ans quand le gouvernement fédéral américain a dit on va autoriser l'usage du cloud pour les autorités fédérales, on va créer une certification qui ressemble à SecNumCloud pour faire simple, qui s'appelle FedRAMP.
et il faut rentrer là-dedans pour autoriser le cloud, et ça a accéléré les entreprises. La régulation, à nouveau, là je partage ce qui a été dit, a finalement, en donnant un cadre, a permis aux entreprises de dire ok, on va répondre à ça, et ensuite pouvoir conquérir de nouveaux marchés. Le dernier point peut-être sur les normes, et à nouveau, c'est qu'il y a quand même un risque, on parle de sujets assez difficiles, faire une norme sur la robustesse de l'IA ou une norme sur le contrôle humain. Voilà, à ce stade, les travaux sont en cours, mais je comprends que ça soulève quand même beaucoup de questions, y compris pour des gens experts, de dire qu'est-ce que ça veut dire normaliser le contrôle humain sur un système d'IA. C'est une notion, nous on commence à y réfléchir avec CNIL parce qu'en plus dans le titre du RGPD il y a un article sur les décisions automatisées qui est pas sans lien avec cette notion-là. Mais un contrôle humain, voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être un bonhomme qui dit OK à la machine, ou ça peut être une compréhension vraiment de l'algorithme de la machine. Enfin, ça peut être voilà. Donc, il est quand même pas exclu que ces travaux de normalisation aient besoin de plusieurs itérations pour s'adapter aussi peut-être à l'usage de l'IA selon le contexte. C'est évidemment pas la même chose quand c'est pour la police, pour l'éducation ou pour les RH. Reina, je voyais approuver, acquiescer. Est-ce que vous vouliez peut-être rajouter quelque chose, et notamment sur la place que peut avoir cette, à défaut d'une guerre, en tout cas cette opposition, ou voilà, ces deux courants dans l'environnement de conflictualité qu'on décrivait tout à l'heure? Alors, il y a clairement une différence de culture entre nos amis outre-Atlantique et en Europe. Et ça m'amuse à chaque fois, jaune, mais quand j'entends, oui, on peut innover aux US parce qu'il n'y a pas de règles. C'est complètement faux. C'est que ce qu'on fait en Europe, c'est on se met à plusieurs, parfois à beaucoup. Il n'y a qu'à voir la quantité de lobbying sur l'IA Act, sur le RGPD, c'était pas dégueulasse non plus, de souvenir. Mais on se met à plusieurs et on fait un texte qui dit c'est ici que tu commences, il faut que tu fasses X, Y, Z, c'est ici que tu arrives, on va à telle fréquence revoir les règles, on va te contrôler comme ci, comme ça, si tu bouges s'il y a un cheveu qui dépasse, tu prends cher ou pas. Voilà. Mais on sait. Après, il y a bien sûr les sujets très complexes de compétences des différentes administrations, etc. Et on va commencer à voir ça de plus en plus, que ce soit avec le RGPD, c'était relativement simple, la CNIL, c'était la CNIL, avec l'IA Act, avec le DSA, voilà, on a en fait des textes qui sont transverses, qui sont horizontaux, et où en fait différentes compétences vont rentrer en jeu. Et donc la question qu'on peut se poser au niveau national, c'est comment ces gens-là, ces compétences-là s'articulent. Mais cette question, elle est, disons, administrative, au sens, c'est de l'application au niveau national, etc. Mais on sait en fait ce que les règles demandent. On connaît le cadre. Bon, c'est sûr, la première étape, elle est un peu ardue. Faut avoir les tripes bien accrochées. On commence à faire des choses. Aux US, c'est pas du tout la même approche. C'est on vous dit, voilà quelques recommandations. Ça dépendra des différentes administrations fédérales. Ce serait bien que vous fassiez ça comme ça, les low-hanging fruits dont on parle. Et après, on verra. Ce qui fait en fait que c'est pas qu'il n'y a pas de règles, c'est qu'elles sont ventilées dans tout un tas d'administrations différentes. Là, il n'y a qu'à voir, en fait, au bout de 3 mois, le suivi qui a été fait par la Maison-Blanche de l'application du décret de Biden sur l'IA, qui date du 30 octobre ou 1er novembre, ouais, c'est ça, qui, en fait, et là, il n'y a qu'à voir les pages et les pages de telle administration a fait ça, telle administration a fait ça, etc., etc. Donc, en fait, on se retrouve avec... Et cette différence-là, elle est notable. Parce que ça fait en fait qu'au final on se dit il n'y a pas de règles donc on peut faire ce qu'on veut. Ce qui est faux. Ça n'empêche pas en revanche que cette absence de clarté fait émerger ce que des gens ont appelé beta culture, c'est-à-dire le fait de mettre sur le marché et de nous prendre
comme des bêta-testeurs, des choses qui sont parfois pas trop secs, pas trop sèches pour la prod, quoi, qui sont voilà, ça bug, niveau cyber peut mieux faire, etc., etc. Mais en fait, on va avoir ce rapport-là qui va être très fort. Et c'est là où je suis absolument pas d'accord avec Garance quand elle dit que le débat ne nous appartient pas. J'estime que si. Parce que, en fait, si on veut faire société, et par extension faire société numérique, on doit participer à ces choses-là, et que je rejoins complètement Bertrand sur l'absence d'Européens dans les instances où se font les schémas de certification. Pour avoir participé à quelques trucs comme ça pour certains de mes clients, franchement, j'ai pris cher. Hein. C'est des trucs extrêmement spécifiques, extrêmement techniques, où tu apprends en 3 mois ce que des gens ont mis 15 ans à apprendre et à développer. Donc, voilà, ça t'as intérêt, encore une fois, à avoir un peu les tripes bien accrochés. Mais j'étais la seule Française. Il y avait des Américains, des Chinois, des Allemands, et c'était à peu près, et des Italiens. C'était à peu près tout. Et du coup, tu te dis, d'accord, mais en fait, ce travail fastidieux, parce que ça l'est, ce travail qui demande en fait une traduction en langue normale, quoi, enfin, des gens, parce que voilà, on n'est pas tous et toutes spécialistes de tous ces sujets, ce travail-là, en fait, il n'est pas fait. On ne le fait pas, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas les moyens, etc. Mais on a un vrai sujet de comment on arrête de nous prendre, parce qu'on est tous l'utilisateur final de quelqu'un, comment on arrête de nous prendre pour des cobayes, et comment on tient la plume dans des situations qui vont définir comment on va vivre en fait ensemble, et quels outils on va utiliser, et comment on va les utiliser. Avec l'impact business, ce que tu veux après, qui va arriver par la suite. Mais donc, et là où le NIST avait fait un essai, mais qui n'a pas été super conclusif, c'était notamment avec les espoirs à l'arrivée de Biden d'avoir une loi pour la vie privée fédérale, bon, qui a failli lamentablement. Mais en fait, ils avaient ouvert une consultation, bon, qui restait une consultation, hein, parce que c'est le NIST et que voilà. Mais ils ont quand même fait ça. Donc, nous en Europe, de par notre fonctionnement, et la CNIL fait un travail super là-dessus aussi, c'est on ouvre à des consultations publiques, on ouvre aux gens. On se retrouve souvent à être les seuls à répondre, hein, les gens qui font les trucs, mais c'est aussi à nous de fédérer et donc d'aller à la rencontre des gens et d'entendre que quand je vais faire une conf sur qu'est-ce que c'est les GenAI dans une médiathèque dans le fond du 91, les gens ont peur. Ils ont peur de se faire grand remplacer par ChatGPT, quoi. Et ça sert à rien de leur dire non, mais c'est complètement débile, ça va bien se passer. Non, en fait, il y a de vraies raisons d'avoir peur qui sont en fait qu'on n'arrive pas à traduire des réalités techniques et technologiques, et que ça rassemble à de la magie, et surtout, on n'arrive absolument pas à assurer l'application de toutes les règles et de tous les cadres qu'on aime en fait écrire et imposer. Parce que je ne veux pas prendre la CNIL en porte-à-faux, mais je suis sûre que vous ne roulez pas sur l'or quand il faut faire des contrôles. Donc il y a aussi un enjeu que plus on va rajouter des règles, plus on va en fait impliquer des administrations, des institutions de compétences différentes. En fait, plus on va rentrer dans un truc très bureaucratique parce que on ne sait pas vraiment faire autrement. Et donc moins, probablement, ça va être opérant tous les jours pour en fait faire ce lien-là entre ok, on a promu des principes et en fait, est-ce que les gens les appliquent? Parce qu'il se passe quoi aujourd'hui quand tu as des boîtes, des scale-up qui lèvent plus de 30 millions pour faire de la GenAI, de la génération d'images à partir de texte, et que la grosse majorité de ces images-là sont des images de deepfake nudes, d'abus sexuels, y compris sur mineurs, etc., etc. On fait comment en fait? Mais sinon, on a des principes. Hein. Du coup, il y a aussi des enjeux qui sont... C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, OK, on a un momentum maintenant. Qu'est-ce qu'on fait après? Où est-ce qu'on va après avec tout ce pouvoir, finalement, qu'on a dit qu'on avait? Parce qu'on est à plusieurs à se dire, on peut faire un truc. Et il est bien.
La suite, quelles seront les prochaines étapes? Peut-être, Garance, réagir sur la façon dont on participe ou pas à ce débat? Oui, je pense que peut-être, je ne sais pas si j'ai été mal comprise ou pas, parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a un problème de culture et de culture juridique. Raina l'a dit, je l'ai dit aussi, on l'a tous dit, on est conscient. Le droit anglo-saxon, ce n'est pas du tout la même construction que nos droits français ou que voir le droit européen qui ont plus une construction à part entière. Donc on n'est pas sur la même culture, on n'est pas sur les mêmes notions fondamentales d'ordre public. Le droit aux États-Unis est au service de l'économie. Voilà, si je résume, c'est ça, c'est l'idée. Et effectivement, les executive orders qui ont été pris sur différents domaines sont des executive orders, donc des décrets, donc ça n'est pas du tout la même dimension juridique, politique qu'un règlement européen. Où effectivement, on a tous et toutes à jouer en tant que citoyens, citoyennes. Et là, c'est nous, que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit par rapport à qu'est-ce qu'on veut comme vivre ensemble, comme société, y compris par rapport à l'IA. Puisqu'effectivement, les lois qui sont votées, c'est pour définir ce qu'on appelle un ordre public de protection. Je reviens effectivement protéger, y compris contre nous-mêmes. C'est-à-dire effectivement d'avoir des barrières de société qui vont effectivement protéger certains accès. C'est l'ordre public effectivement de protection. L'ordre public de direction, c'est où on veut aller ensemble. Et le où on veut aller ensemble, ça va être le côté contraignant, ça va être effectivement le côté des règles, au sens juridique du terme. Tout à l'heure, quand je disais qu'on n'avait plus d'action, c'était quand la loi est là. La loi est là, effectivement, elle a été votée. Elle a été votée, ou le règlement est voté avec, et c'est vrai que les postures de compromis et de recherche de compromis fait partie de l'ADN de la construction européenne. Donc effectivement, la loi est là, on va s'en saisir, on va l'interpréter. Il va y avoir effectivement des postures des autorités de contrôle et tout. Mais en tant qu'avocat, pour le coup, ma position va être de l'interpréter. En tant qu'avocat, avant, va être effectivement d'avoir un travail d'analyse des textes, des projets ou autres, et de mieux les comprendre, de mieux les expliquer, de connaître les enjeux, les atouts. Mais il n'y a pas besoin, et on est tous ensemble des acteurs de la vie publique, de la vie de vouloir vivre ensemble. Ça, je pense que c'est la chose dont on est tous et toutes convaincus. Après, une fois que le texte est là, ça va être le challenger par des positions, voir les enjeux, dans le cadre des contentieux, effectivement, défendre des positions, mais c'en est autre chose. Et comme le règlement général sur la protection des données, l'IA Act donnera lieu, effectivement, à des décisions, à du contentieux, certainement, s'il y en a déjà, notamment aux États-Unis, qui posent beaucoup de questions juridiques. Voilà, pour bien préciser et clarifier le propos. Et puis effectivement cette question du contrôle et de la sanction qui c'est ce que dit Raina, mais plus il y a le texte effectivement et plus il faut les appliquer, ça malheureusement c'est la règle du jeu. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Bertrand, sur ce point-là. Alors ce point-là il est important parce que ce que Raina a expliqué et ce qu'on voit aux États-Unis, c'est qu'en fait on a un exécuteur, on a un simple décret qui dit en gros, qui encadre un certain nombre de choses, mais on a surtout une mobilisation un peu générale des administrations américaines pour faire advenir l'usage de l'IA, le développement de technologies d'IA, et donc on a paradoxalement assez peu de réglementation, mais beaucoup de troupes d'agents publics qui vont être là pour guider, parce que nous, enfin moi je le vois, tout le monde se pose des questions, tout le monde se dit bah ça, est-ce que j'ai le droit de le faire, qu'est-ce que je fais, comment je fine-tune mon modèle, qu'est-ce que je dois faire, et donc les entreprises tâtonnent, mais elles sont très preneuses d'avoir un retour, notamment d'organismes publics, et notamment quand elles s'adressent de la commande publique, parce qu'elles sont assez rapidement prises dans les enjeux de société, des enjeux de biais, des enjeux de discrimination, où c'est compliqué pour une entreprise toute seule de se faire une opinion sur c'est quoi une réponse éthique à tel et tel problème. Donc elles sont très preneuses de répondants de la communauté académique, de la communauté des pouvoirs publics, et les États-Unis font pas beaucoup de réglementation et par contre un vrai support, je pense un vrai support administratif. Je pense que le risque l'Europe, il y a un intérêt important avec ce règlement IA qui est,
je pense, de ramener le débat en Europe et de dire, bah voilà, les modèles de fondation, on ne va pas que en parler aux États-Unis, on va aussi en parler en Europe parce qu'il faut respecter la réglementation. Donc ça permet d'établir un rapport de force, si je puis dire. Mais il y a un vrai enjeu de mettre quand même des troupes derrière qui vont aider à l'adoption, à la régulation des systèmes, mais aussi à l'adoption. Parce que le risque avec ces règles, c'est de créer de l'incertitude juridique qui est dure parce qu'il n'y a pas de réponses qui sont données au problème, et alors que justement les concurrents dans d'autres pays, bah, déjà ils ont moins de risques juridiques, et en plus quand ils se posent des questions, qu'ils veulent faire les choses bien, ils ont du répondant. Donc je pense qu'il y a il y a un vrai enjeu sur l'exécution de ces règlements, enfin, que ce soit celui-ci ou celui quand j'entends le directeur de l'ANSSI parler de NIS 2. Et je suis un peu à contre-emploi de ce que dit la CNIL, mais la CNIL en est 300 pour faire l'obligation de sécurité du RGPD qui existe depuis 45 ans, article 32. Tout le monde doit sécuriser les traitements de données personnelles, on est 300 pour faire ça sur 3 millions de personnes. Quand on fait le NIS 2, on fait les choses entre guillemets plus sérieusement. On a une ANSSI qui sont plutôt 600 ou 700 qui va traiter quelques milliers d'entités essentielles, entités importantes, et qui va pouvoir vraiment les traiter toutes, d'abord en accompagnement, puis peut-être en sanction. Sur l'IA, c'est pareil. Il faut vraiment faire attention à doter aussi les pouvoirs publics des moyens d'aider les entreprises et de ne pas les laisser seuls face à un texte qui va soulever plein de questions. On voit qu'il y a d'autres autorités de régulation qu'on n'avait pas forcément vu venir sur ce sujet-là, mais les autorités de la concurrence notamment, qui sont mobilisées aux États-Unis, en France aussi, sur ce sujet-là. Donc voilà, vous n'êtes pas tout seul à devoir sanctionner l'IA. Yann, est-ce que tu voulais peut-être réagir à tout ce qui a été dit ? Juste hyper brièvement, moi en vous entendant, je partage complètement le fait que il faut qu'on s'améliore, nous Français, dans cette course à la normalisation et au niveau international pour peser. Et j'entends que c'est extrêmement lourd. Et je fais aussi un constat, c'est que nous, experts de la cyber, on a un rôle à jouer, mais qui est juste énorme sur la sécurisation des IA. Et je pense que, encore une fois, c'est impensé, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont impensées sur la sécurisation des IA à ce titre. Je suis hyper inquiet le jour où il va y avoir des attaquants qui vont comprendre qu'on a beaucoup d'IA qui sont utilisées, qui ne sont pas du tout sécurisées. Ça va faire de plus en plus mal. Et là, du coup, c'est peut-être un appel qui me vient, je me dis, est-ce qu'on devrait profiter en fait du campus cyber, des campus cyber, où là on a des acteurs, des gros acteurs, des chercheurs, l'AFNOR et compagnie, pour essayer de penser un peu plus ce sujet de la sécurisation des IA et aller faire de l'influence au niveau international pour peser dans le débat, quoi. C'est ce que disait le général Vatanguard hier en ouverture du salon, mais que finalement il fallait que le monde de la cyber et de l'IA se parle plus et échange plus. Effectivement, des enceintes comme le campus à Paris, mais également en région et dans d'autres pays européens maintenant, devraient aussi nous permettre de faire. Parce que pour l'instant, si je reprends un petit peu certains de vos grands points de ce matin, il n'y a pas tellement de pilotes dans l'avion de la régulation de l'IA. Et puis, à partir de maintenant qu'on a l'IA Act et qu'on a déjà toute une série de mesures, de normes qui vont arriver, de textes d'applications qui vont arriver aussi, quelles sont les prochaines étapes et qu'est-ce qu'on en fait et comment on se sert de l'IA Act pour projeter de la puissance, comme on l'a dit, pour retrouver de la compétitivité ou trouver de la compétitivité et toujours rester actif sur cette bataille des normes. Merci à tous les quatre pour cette séance extrêmement riche qui a pratiquement, je pense, soulevé autant de questions qu'on en a posées, mais c'était aussi le but de l'opération. Un grand merci à tous les quatre et merci également à tous ceux qui êtes là et qui nous avaient suivis sur cette séquence. Merci beaucoup et je crois qu'il y a d'autres séances cet après-midi, donc revenez, vous êtes invités à revenir ici en début d'après-midi.